Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2742 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 27 décembre. Tout d'abord avec la journée hier. Niveau résultat, ça donnait quoi? Parce qu'actuellement il y a le Boxing Day, vous savez, le championnat anglais qui se joue comme d'habitude en fin d'année. Et on commence tout d'abord avec cette grosse affiche qui avait lieu hier entre Manchester United 8e avant le coup d'envoi et Aston Villa 3e avant le coup d'envoi. 3-2 pour Manchester United dans un match complètement fou. Pourquoi? Parce qu'Aston Villa menait 2-0 au bout de 26 minutes de jeu. Il y avait même 2-0 à la mi-temps, même 2-0 à la 58e minute de jeu, toujours pour Aston Villa. Et Manchester s'est imposé 3-2 en faisant tout simplement une remontada. Donc les buteurs côté Manchester United, Garnacho doublé et Højlund buteur, son premier but en Première Ligue cette saison. Donc belle victoire de Manchester United. Donc les statistiques de la partie: 13 tirs, 7 tirs cadrés pour Manchester United, alors que Aston Villa 4 tirs cadrés, 2 buts inscrits. Donc j'ai pas regardé le match, je vais pas vous mentir. Bon, d'après ce que je peux voir, d'après les stats, Manchester mérite tout simplement sa victoire, même s'ils ont commencé très mal. Donc la folle remontée des Red Devils, parce que comme j'ai dit, ils perdaient 2-0. Ils ont pris en l'espace de 5 minutes 2 buts. On s'est dit mais c'est pas possible. Ils perdaient déjà pas mal de matchs ces derniers temps, puis ils ont failli encore perdre un match. Et là je pense qu'ils auraient perdu, ça aurait été fini pour Erik ten Hag. Mais du coup après il y a eu la remontada, on peut dire, un Garnacho et Højlund. Et comme j'ai dit, un 2-0 pour Aston Villa, donc ça sentait très mauvais pour Manchester. Regardez ce que disaient les supporters d'Aston Villa qui étaient dans le COP visiteur: tu seras licencié demain matin, en visant tout simplement Erik ten Hag, parce que ils ont dit ça à la mi-temps. À la mi-temps, il y avait 2-0 pour Aston Villa, donc on voyait pas comment Manchester allait pouvoir revenir au score. Et du coup il disait voilà, s'il y a défaite, tu seras licencié. Bon, heureusement, il sera, je pense, encore en survie, on peut dire, Erik ten Hag, vu que son équipe s'est imposée. Et toujours avec Manchester, ce qui était problématique encore dans ce match quand ils perdaient 2-0, c'est qu'ils n'arrivaient plus à marquer, et ça faisait 7 heures de jeu d'affilée qu'ils n'avaient pas marqué le moindre but. C'est fou. Donc contre Bournemouth, contre le Bayern, contre Liverpool, contre West Ham, c'est à chaque fois 0 but marqué, et là aucun but marqué jusqu'à la 59e minute de jeu. Donc on est à plus de 7 heures de jeu sans marquer, c'est fou. Et du coup après plus de 440 minutes sans marquer, toute compétition confondue, enfin Manchester avec une attaque à plus de, je sais pas, peut-être 600-700 millions d'euros par rapport aux joueurs qu'ils ont pu investir, ils ont enfin réussi à marquer un but, c'est fou. Bon, ils ont même mis 3 en l'espace de 30 minutes. Donc c'est Garnacho qui met fin à cette sécheresse de but de Manchester United à plus de 440 minutes. Donc Garnacho une fois et Garnacho 2 fois, parce qu'il a marqué un doublé. Et du coup, voilà, Manchester est déjà revenu au score dans cette partie. Donc voilà, Garnacho, le jeune Argentin fan de Cristiano Ronaldo, c'est un peu le sauveur, on peut dire, de Manchester United lors de cette soirée hier. Et un autre miracle s'est produit déjà avec la remontada, et aussi Højlund a marqué, les gars. Højlund qui avait marqué qu'en Ligue des Champions depuis le début de la saison. Bon, il avait marqué quand même 5 buts en LDC en 6 matchs de poule, mais 0 but en 14 matchs de Première Ligue. Et enfin il a marqué un but. Voilà, Højlund, est surtout le but du 3-2, le but qui donne la victoire, 3 points très importants. Donc voilà, après 15 matchs de championnat, Højlund vient enfin de marquer son premier but en Première Ligue. Et surtout, regardez le nombre de minutes où il avait joué en Première Ligue sans marquer, plus de 1027 minutes de jeu sans marquer. Et ça y est, il a enfin un but, Højlund, donc on le félicite déjà. Donc maintenant on espère pour lui qui va continuer sur cette cadence, sur cette cadence de but marqué, si possible, parce que pas sur la cadence de but où il n'arrivait pas à marquer. Donc voilà, on peut regarder ça jouer. Il était quasiment en pleurs après son but, et il a dit, donc la délivrance tout d'abord, parce qu'il a été recruté très cher, 75 millions d'euros en provenance de l'Atalanta Bergame. Donc il a dit: je suis actuellement l'homme le plus heureux du monde, a-t-il déclaré après la rencontre. Voilà, par rapport à ce but, comme je dis, en plus ce but, c'est pas un but d'un 5-2, voilà, non, c'est un but du 3-2, un but qui donne 3 points au classement. Et surtout quand ça fait plus de 1000 minutes que tu n'as pas marqué, en plus le moindre match, le moindre but en Première Ligue, voilà, ça doit avoir une saveur, on peut dire, particulière. Donc on est content pour lui, et grâce à ce but là, on peut dire qu'il sauve la place d'Erik ten Hag, qui l'a enlacé, on peut voir à la fin de la rencontre. L'avenir de Manchester United, peut-être en attaque. Garnacho, on savait déjà, parce qu'il a déjà marqué quelques buts, donc 19 ans, et Højlund 20 ans. Bon, après c'est pas qu'Højlund a marqué son premier but, ça y est, qu'il va faire une très grande carrière, mais bon, voilà, il fallait enfin qu'il marque ce but, et il l'a marqué enfin en Première Ligue, et ça fait plaisir pour lui. Patrice Evra à la mi-temps, lorsque Manchester United était mené 2-0, donc il a dit ça sur une chaîne sportive, parce que les consultants sur une chaîne britannique, il a dit: s'ils jouent de la même manière et sont plus concentrés sur les coups de pied arrêtés, je ne serais pas surpris s'ils gagnent 3-2. Il avait dit ça à la mi-temps quand Manchester perdait 2-0. S'il reste un peu plus concentré, tout ça, si je joue mieux les coups, il y a moyen de gagner 3-2 le match.
et il a vu juste parce que Manchester United s'est imposé 3-2 à la fin de la rencontre. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses et surtout Manchester ne perd pas un match du Boxing Day. Donc Boxing Day en gros c'est le match après Noël, soit le lendemain ou soit sur le lendemain. Bref, toujours invaincu le lendemain de Noël depuis 1978. Ils n'ont pas perdu le moindre match. Ça fait quand même plus de quasiment 50 ans qu'ils n'ont pas perdu un match après Noël, tout simplement. Manchester United, donc ils continuent leur série. Pourtant c'était très mal parti hier. Donc ils reviennent bien sûr alors qu'ils perdaient 2-0. Ojun marque enfin son premier but en première ligue et Garnacho doublé. Donc la soirée qui se dirigeait plutôt vers une soirée catastrophique, finit plutôt une très bonne soirée pour Manchester United. C'est peut-être parce qu'il y avait le Père Noël tout simplement dans les tribunes d'Old Trafford hier, on ne sait pas. Donc voilà, belle victoire de Manchester. On continue les gars, il y avait des autres matchs hier, donc un peu plus tôt dans la journée hier, Burnley contre Liverpool. Et c'est Liverpool qui s'est imposé 2-0 contre l'équipe entraînée par Vincent Kompany. N'oubliez pas que Burnley la saison dernière avait terminé premier de Championship, mais là voilà c'est la première ligue, c'est très costaud le niveau. Donc Darwin Nunez 6e minute de jeu et Diogo Jota 90e minute de jeu. En gros il y a un but en tout début de match et un but en fin de match et du coup victoire logique de Liverpool. J'ai regardé un peu le match là, donc 19 tirs, 10 tirs cadrés, c'est vrai qu'ils auraient pu marquer beaucoup plus de buts. Liverpool, les gars, Burnley, c'est 9 tirs, 0 tirs cadrés. Donc Alisson Becker n'a rien eu à faire du match, donc voilà, rien à dire à Liverpool. Totalement logique sa victoire et Liverpool reprend les commandes de ce championnat de Première Ligue avec cette victoire. Ils sont actuellement en tête, c'est eux les leaders de ce championnat anglais. Et Liverpool continue avec une victoire au Boxing Day, donc sur les 7 dernières années des Boxing Day, c'est-à-dire comme je dis, les matchs après Noël, on va dire, leur premier match, ça fait 7 années d'affilée qu'ils gagnent ce match-là, en gros. La preuve hier avec cette victoire 2-0. On va parler de Darwin Nunez, donc 6 minutes. Voilà, il est déjà buteur et surtout ce joueur, ça faisait longtemps par l'intérieur d'Ojlund qui n'arrivait pas à marquer, donc lui aussi, ça faisait longtemps les gars qui n'avaient plus marqué. Donc sur les 12 derniers matchs disputés, il n'avait marqué aucun but, toute compétition confondue. Son dernier but remontait au 1er novembre dernier, on est quand même le 26, donc hier quand il a marqué, ça faisait plus de 1 mois, enfin quasiment 2 mois qu'il n'avait pas marqué. Donc voilà, il était buteur hier, donc ça fait plaisir pour lui. Lui avait marqué pas mal de buts en tout début de saison, mais là voilà, depuis novembre il n'arrive plus du tout à marquer. Et c'est vrai que les stats sont pas mal, on peut dire. Il a les mêmes stats que Bukayo Saka, qu'on dit à chaque fois qu'il a des bonnes stats. Regardez les matchs, donc un match de plus que Saka, 18-17. Mais regardez, 5 buts comme Bukayo Saka, 5 passes D, donc Saka en a 6. Donc voilà, c'est quasiment kiff-kiff. Donc voilà, Darwin Nunez a commencé très fort le début de saison, un peu moins sur ces derniers temps. Mais voilà, ça va lui faire du bien, je pense, ce but inscrit hier. Et l'autre buteur, les gars, c'est Diogo Jota. Donc déjà, qui revenait d'une blessure. Et voilà, ce genre tellement sous-coté, 6 minutes après. Donc déjà, il rentre à la 84e minute de jeu, à la 90e minute de jeu. Il marque le but du 2-0 pour sceller la victoire de l'équipe de Liverpool. Mohamed Salah a joué, donc Salah n'a pas marqué. Ça arrive de temps en temps qu'il ne marque pas. Mais hier, c'est un match spécial pour lui. C'était son 250e match en Première Ligue depuis son premier match où il avait joué avec Chelsea. Chelsea, bien sûr, en Première Ligue, et là avec Liverpool, donc en gros c'était sa 250e apparition dans le championnat anglais. On continue, on va parler de Newcastle qui jouait hier contre Nottingham Forest. J'ai aussi un peu regardé le match, j'ai regardé quelques matchs hier. Donc Newcastle s'est incliné 3-1 contre cette équipe redoutable Nottingham Forest. C'est vrai que c'est peut-être la première fois que je voyais cette équipe, et surtout Chris Wood. Très bon attaquant. Donc Alexander Isak, buteur côté Newcastle. Newcastle menait 1-0 dans le match. Ils ont perdu 3-1 parce qu'après ça a été la remontada, le comeback de Nottingham Forest. Surtout Chris Wood, triplé pour lui. Voilà, on peut voir les minutes où il a marqué à chaque fois ses buts. Donc l'équipe de Newcastle, 19 tirs, 7 tirs cadrés, 1 but seulement. Il y a eu 6 arrêts comme du gardien de Nottingham. Et je dis Nottingham très efficace, 6 tirs cadrés pour 3 buts inscrits. Et on va parler de ce joueur Chris Wood, ancien joueur de Newcastle. Donc là il aura fait beaucoup de mal. Il avait été transféré, je crois que c'était l'été, je sais plus quand, mais avant je sais qu'il jouait à Newcastle. Bon, il a mis 3 buts contre son ancien club. Donc félicitations à lui, il est reparti avec le ballon du match. Donc c'est vrai que c'est un attaquant qu'on parle très peu. On parle plus des autres attaquants, Salah, Haaland du côté de la Première Ligue, mais lui il est performant. Chris Wood, regardez par exemple, là, il a marqué un triplé lors du dernier match contre Bournemouth où son équipe s'était inclinée 3-2, mais lui il avait été buteur et passeur D lors du match. Donc sur ces 2 derniers matchs il a marqué 4 buts et une passe D. Pas mal, bien sûr. Cet attaquant Chris Wood. Donc voilà les minutes de son triplé hier. Et du coup, 7 joueurs ont marqué un triplé lors du Boxing Day. Donc le dernier à avoir réalisé cette performance est Harry Kane en 2017 qui avait marqué un triplé.
lors du Boxing Day. Hein, je vous rappelle le match après Noël, il y avait Gareth Bale en 2012, il y avait il y a des autres joueurs. Par exemple, hier, Garnacho était proche du triplé parce qu'en première période, il a marqué un but qui n'avait pas été valable. La VAR a dit qu'il refusait, sinon il aurait pu marquer aussi un triplé. Garnacho, hein, joueur de Manchester. Donc voilà, Chris Wood, lui, il a bien marqué ce triplé. Donc félicitations, bien sûr, à l'attaquant de cette équipe. Hein, et côté Newcastle, parce qu'on en a parlé côté. Côté Nottingham Forest, hein, bien sûr, et côté Newcastle, ça va pas fort hein, pour cette équipe. Donc, regardez déjà, il y avait des supporters comme ça, on peut dire, dans les tribunes. Et surtout, c'est la crise à Newcastle. Hein, les Magpies n'ont gagné qu'un seul match sur leurs 7 dernières rencontres. C'est pas fou. Hein. Ils ont gagné seulement contre Fulham. Et sinon, ils ont perdu contre Everton, Tottenham, l'AC Milan. Au tir au but contre Chelsea, c'est en Carabao Cup, contre Luton Town et contre Nottingham Forest. La suite s'annonce d'autant plus compliquée parce qu'ils ont Liverpool. Ils ont Manchester City et Aston Villa dans 3 des 4 prochaines confrontations. Donc voilà, ils vont jouer quasiment contre aussi des très très gros. Et là, ils enchaînent les défaites. Après, peut-être c'est une équipe qui arrive contre les gros et qui galère contre les petits. Peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, actuellement, Newcastle a qu'à gêner le PSG. N'oubliez pas, cette saison en Ligue des Champions, ils ont quand même pris 4 points sur 6 hein, contre le PSG. Ils n'arrivent plus du tout là actuellement. Ils sont en crise totale. Juste le point positif, hein, c'est qu'Alexander Isak, buteur hier, donc il vient de marquer quand même son 10e but de la saison avec son équipe de Newcastle. On continue avec Bournemouth contre l'équipe de Fulham hier également lors du Boxing Day. Et Bournemouth s'est imposé 3-1. Clover, tiens, ce joueur qui joue à Nice à l'époque, a été buteur et aussi Sinisterra en toute fin de match. Et aussi Solanke qu'on va parler juste après. Regardez, à la 62e, on peut voir qu'il a été buteur sur penalty. Donc tout d'abord les statistiques. Bon, ce match-là, je ne l'ai pas vu. Et voilà, il n'y a rien à dire. Hein. Bournemouth mérite sa victoire. Ils ont été plus entreprenants, on va dire, que l'équipe de Fulham. Et on revient les gars sur Dominic Solanke. Pourquoi je veux parler de lui? Parce que c'est un joueur qu'on parle, enfin que je ne cache pas, je parle quasiment jamais. Et je devrais parler de ce joueur parce que c'est peut-être un joueur sous-côté. Parce qu'on en parle peu, mais Dominic Solanke, c'est 13 buts en première ligue cette saison. Il est juste devant Salah et juste derrière Haaland au classement. Donc regardez, le classement actuellement des meilleurs buteurs. Il est deuxième les gars, à un but seulement de Erling Haaland qui en a 14 et lui il en a 13. Montrer la performance exceptionnelle hein, du côté de Bournemouth hein, qu'il est en train de réaliser. Regardez, il est devant Salah, devant Hugminson, devant Bowen et voilà, deuxième meilleur attaquant actuellement du côté de la première. Et regardez par exemple ses derniers matchs. Donc là il a mis un but hier contre Nottingham Forest la semaine dernière où j'ai dit tiens, Chris Wood avait marqué un but et une passe D pour Nottingham. Donc lui il avait marqué le triplé hein, côté Bournemouth. Luton Town il était buteur, Manchester, Aston Villa. Donc 13 buts en 19 matchs de première ligue. Voilà, sur 7 matchs de suite hein, sans défaite. Donc voilà, un nom à surveiller hein, ce Solanke que je parle très peu mais on devrait en parler un peu plus hein, parce qu'il réalise un très gros début de saison du côté de cette équipe. Et concernant la rencontre, hein, toujours entre Bournemouth et Fulham, donc Bernd Leno n'a pas apprécié que ce ramasseur de balles prenne son temps. Donc voilà, ramasseur de balles, vu que c'est à Bournemouth, donc c'est un supporter, on va dire, de Bournemouth bien sûr, donc il voulait pas trop donner le ballon au gardien de Fulham, Fulham qui a pris une correction, j'ai dit un 3-0, donc il l'a poussé tout simplement, voilà ce ramasseur de balles, voilà, pour qu'il lui donne le ballon plus rapidement. On continue avec aussi un autre match, le dernier match hein, de cette journée hier en première ligue, Sheffield United contre Luton Town, donc deux équipes qui vont jouer le maintien, et c'est Luton Town qui réalise la très bonne opération, s'imposant 3-2 du côté de Sheffield United, donc voilà, on peut voir tous les buteurs bien sûr de cette rencontre, donc les statistiques, hein, Luton Town efficace, 4 tirs cadrés, 3 buts inscrits, alors que Sheffield 6 tirs cadrés pour seulement 2 buts inscrits, du coup l'équipe la plus efficace, même si celle qui a moins dominé, hein, Luton Town, pour voir qu'ils ont moins dominé, c'est bien eux hein, qui s'imposent et qui prennent 3 points. Donc à noter qu'ils perdaient quand même 2-1 Luton Town à la 76e minute de jeu. Après voilà, ils ont marqué 2 buts coup sur coup en 4 minutes, puis du coup ils ont gagné le match. Ils ont gagné le match 3-2. Hein. Et concernant cette rencontre, les gars, une info complètement folle. Hein. Donc Sam Allison qui officie cet après-midi lors de Sheffield Luton Town devient le premier arbitre noir de Première Ligue depuis 2008. Alors, une info complètement surréaliste. On continue les gars, donc avec déjà les résultats. Bon, j'ai parlé de tous les matchs, hein, c'est les 5 rencontres d'hier. Donc aujourd'hui, 3 rencontres au programme. Chelsea Crystal Palace 20h30. Il y aura Brentford contre Wolverhampton 20h30 également. Et ce soir, City, après sa victoire en Coupe du Monde des clubs il y a quelques jours, se déplace du côté de Everton à 21h15 pour le dernier match de cette journée de mercredi. Parce que demain, il y a encore 2 rencontres, un Brighton-Tottenham et Arsenal contre West Ham. Donc voici le programme du côté de la Première Ligue. Et le classement, ça donne quoi après les matchs qui ont été joués hier? Donc Liverpool en tête, 2 points d'avance sur Arsenal. À noter que Arsenal joue demain, donc un match en retard. Donc ils peuvent repasser devant, bien sûr, Arsenal.
Arsenal. Donc 40 points pour Arsenal. Aston Villa avec sa défaite, du coup reste à cette troisième position. Après il y a Tottenham qui joue demain, Tottenham également, vous avez un match en retard. Après il y a City, City sont quand même 5e au classement, c'est vrai que ça fait bizarre de les voir aussi loin. Manchester City et Manchester United avec leur victoire reviennent à 3 points de City, mais bon, City a 2 matchs de retard sur Manchester United. Donc voici ce classement, et Chelsea à la 11e position, et voilà, concernant. Puis on peut voir là, tiens, les équipes, pour vous dire, la victoire du Tonto a été très importante, bien sûr, parce qu'ils montent à 15 points, mais ils sont toujours dans la zone rouge. Et concernant Manchester City, je dis ils sont loin, mais regardez par exemple les derniers champions. Par exemple, l'année dernière, on peut voir que Manchester City en 2022-2023 était champion, mais à la mi-saison, donc c'est-à-dire au Boxing Day, c'était deuxième. Par exemple, regardez en 2020-2021, Manchester City était 8e comme du classement. À la mi-saison, je vous parle à Boxing Day, ils ont remporté le championnat. Donc pour vous dire que même s'ils sont là actuellement 5e, ils peuvent bien sûr remporter le championnat. Pour moi, c'est encore les grands favoris. Donc on peut voir chaque année les équipes à quelle position elles étaient dans le petit carré là noir. Enfin le Boxing Day, et après ils ont fini tout simplement championne d'Angleterre. On continue, on va parler d'un autre match qu'il y avait en Championship, donc deuxième division anglaise. En plus c'était simple, c'était le deuxième qui recevait le premier, Ipswich contre Leicester, et dans un match un peu fermé, parce que 2 tirs cadrés seulement pour les deux équipes, du coup un nul plutôt logique, un partout. Donc voilà, pas de vainqueur dans cette rencontre. Sinon tous les autres résultats de la Championship à noter, on va juste parler d'un match l'avant-dernier là, Birmingham contre Stoke City, et Stoke City s'est imposé 3-1 du côté de Birmingham, et Birmingham, l'entraîneur c'est Wayne Rooney, et ça floppe encore pour lui. Donc il a un pourcentage de victoire de seulement 15%, 15% seulement de victoire, c'est une catastrophe. En tant qu'entraîneur du club, avec seulement 9 points pris sur 39 possibles, ça va pas fort. Donc les Blues, enfin son équipe de Birmingham, sont actuellement 19e de Championship. Ils sont menacés pour descendre en 3e division anglaise. L'équipe de Wayne Rooney, ça va pas fort pour lui. Sinon on peut voir tout le classement de cette Championship. Tiens, là, on peut voir Birmingham 19e, mais bon, il y a 24 équipes. Il n'est pas du côté de cette deuxième division. Et Leicester, les gars, qui a fait un partout contre Ipswich. Leicester à 59 points, Ipswich 53 et 48 pour l'équipe de Southampton. C'est les deux premiers qui monteront directement en Première Ligue saison prochaine. On quitte l'Europe, direction l'Arabie Saoudite, parce qu'il y avait un gros match également hier à 19h entre l'équipe de Al Ittihad et l'équipe de Al Nasser. Et du coup, il y a eu beaucoup de buts, 7 buts dans la rencontre. Et c'est l'équipe de Cristiano Ronaldo, l'équipe de Al Nasser, qui s'est imposée 5-2 du côté de Al Ittihad. Donc les deux buteurs côté Al Ittihad, c'est Amdallah, donc l'attaquant, il a marqué un doublé. Donc Benzema a joué, il n'a pas marqué. Fabinho a noté, il a pris 2 jaunes, donc du coup carton rouge à la 66e minute de jeu. A noté côté Al Nasser, donc Talisca buteur, Ronaldo doublé sur penalty, et Sadio Mané également doublé dans le jeu. Donc voilà, tous les buteurs de cette rencontre, donc les statistiques du match. En faveur bien sûr de Al Nasser. Bon, après Al Nasser, ils ont marqué beaucoup de buts, surtout après le rouge, parce qu'ils ont marqué un 68e, 75e, 82e, quand Al Ittihad est avec un joueur en moins, vu que Fabinho, j'ai dit, a pris un carton rouge. Donc du coup, classement, ça donne quoi? Donc Al Nasser revient à 7 points de l'équipe de... Toutes les équipes sont à 18 rencontres jouées. Ils reviennent à 7 points de Al Hilal, qui est toujours en tête. Et Al Ittihad, les gars, ils ont quand même 22 points de retard sur Al Hilal. Mais pas qu'Al Ittihad a remporté le championnat saison dernière. Ils ont été premiers. C'est pour ça qu'ils ont été qualifiés en Ligue des Champions asiatiques. Donc là, il y a des chances qu'ils soient en rien du tout la saison prochaine. Déjà qu'ils ne gagnent pas le championnat, parce qu'avec 22 points de retard, on a la 18e journée, il y en a 34. Il reste plus beaucoup. Enfin, il reste des matchs, il en reste 16 de journée, mais je vois pas comment ils pourraient combler un vide un retard de 22 points sur Al Hilal, qui gagne quasiment tout. Et surtout, s'ils finissent pas dans les 3 premiers, ils ne seront pas qualifiés en Ligue des Champions asiatiques. C'est-à-dire que ça pourrait être une saison un peu blanche, on peut dire, pour Benzema saison prochaine, s'il venait à rester du côté de ce club. Mais bon, parlant de Benzema, les 2 meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid s'affrontent. Enfin, se sont affrontés hier lors de ce choc en Arabie Saoudite, bien sûr, Benzema et Cristiano Ronaldo. En plus, les deux sont capitaines des deux équipes. Donc voilà, il y a une accolade, bien sûr, ils se connaissent très bien évidemment, les deux, qui ont marqué beaucoup de buts. Benzema fait beaucoup de passes D pour Ronaldo. Bon, dans le sens, ça marche aussi, bien sûr. Donc voilà, ça fait plaisir d'ailleurs de revoir ces deux-là, les deux monstres, 2 joueurs qui ont quand même remporté au moins un ballon d'or, enfin 1 pour Benzema, 5 pour Cristiano Ronaldo. Donc c'était le gros choc. Bon, ça tourne en faveur, bien sûr, de Cristiano Ronaldo, de son équipe, vu que la victoire 5-2 du côté de Al Ittihad. Et en parlant de Cristiano Ronaldo, donc j'ai dit doublé pour lui.
2 buts, c'est vrai, sur penalty. Bon, voilà, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui disent penaldo, tout ça. Mais bon, il faut les marquer, les penalties. C'est vrai que je crois qu'il a eu, je sais plus, une quinzaine de penalties sur cette année. Il les a tous marqués. Pas d'échec pour Cristiano Ronaldo sur penalty. Et du coup, avec son doublé, eh ben, il est actuellement le meilleur buteur au monde, tout simplement, Cristiano Ronaldo, sur l'année, bien sûr, 2023. Donc, 53 buts pour Cristiano Ronaldo. Donc, il était derrière, souvenez-vous, Harry Kane et Mbappé qui étaient à 52 buts. Ils auront plus parce qu'ils n'ont plus le match. Mais Ronaldo qui est à 51. Donc, il a marqué un doublé. Donc, du coup, 53 pour Cristiano Ronaldo. Erling Haaland, 50. Donc, Haaland, il lui reste encore 2 matchs à jouer, dont un aujourd'hui côté Everton. Je ne sais pas s'il va jouer parce que les 5 derniers matchs, il a été forfait. Je ne sais pas. Bon, il reste Everton et Sheffield pour Manchester City de Haaland. Et Ronaldo, il lui reste encore un match le 30. Donc, dans 3 jours, il va jouer contre une équipe, je ne sais plus qui c'est qui, une équipe dans le championnat saoudien. Mais voilà, 53 buts pour Ronaldo. Après, il y en a qui disent... Ah voilà, peut-être les promessis vont dire que sur ces 53 buts, il y a 6 buts, les gars, qui ont été marqués dans une compétition non reconnue par la FIFA. Voilà, donc je sais plus, je crois que c'est la King Cup, je crois. C'est une compétition qui n'est pas reconnue auprès de la FIFA, puis ça compte dans les buts de Ronaldo. Voilà, donc voilà. Et il a marqué aussi, je crois, 15 pénaltys sur cette année 2023. Mais bon, moi ce que je retiens, c'est qu'actuellement, c'est lui le meilleur buteur quand même au monde, Cristiano Ronaldo. Et surtout à 38 ans, il va fêter ses 39 ans là dans... à peu près 2 mois, c'est le 5 février qu'il est né, Cristiano Ronaldo. Donc la performance est quand même XXL pour CR7. Donc voilà, si on compare ça à Messi, il n'a eu aucun penalty, enfin il n'a pas marqué de penalty en 2023, Ronaldo en a marqué 15, mais bon. Ronaldo les tire et Ronaldo surtout les marque ses pénaltys. Doublé de Sadio Mané, on parle beaucoup de, enfin on a parlé de Ronaldo, mais Mané lui il a marqué 2 buts dans le jeu, Sadio Mané, félicitations à lui. Donc belle performance bien sûr de l'ancien joueur de Liverpool qui a pu retrouver un de ses anciens collègues du côté de Liverpool, c'est bien sûr Fabinho. Bon, lui il a pris un rouge, double jaune, et ce qui a pénalisé totalement son équipe après qu'il a pris 3 buts après sa sortie tout simplement. Et pour revenir les gars sur parce qu'on a beaucoup parlé de Al Nassr, l'équipe de Cristiano Ronaldo, mais côté Al Ittihad c'est une catastrophe, et c'est vrai qu'éliminé dès les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs, et sur 3 défaites de suite en championnat, Al Ittihad ne marche pas fort, le club entraîné par Gallardo est actuellement 6ème de Saudi Pro League. Regardez les 3 derniers résultats. Bon, Al Nassr c'était un gros morceau, mais Al Raed, les gars, c'était l'avant-dernier du championnat. Il y a quelques jours, ils ont perdu 3-1. L'équipe de Benzema, après il y a eu une défaite 3-1 également contre Dama qu'ils ont pris quand même. Ça fait 11 buts quand même sur leurs 3 derniers matchs. L'équipe de Al Ittihad, ça va pas fort. Est-ce que Benzema a fait le bon choix d'avoir quitté le Real où il était au sommet, parce qu'il venait de remporter le Ballon d'Or quand même, pour aller dans ce club? Je ne sais pas. Bon, peut-être non, parce que pour l'instant, c'est très moyen. Il est arrivé comme une star. Benzema est vivement critiqué en Arabie Saoudite. Donc une phrase revenait chez une partie des supporters. Ils appelaient Benzema Ben Azima, ce qui veut dire tout simplement en arabe le fils de la défaite. Donc voilà comment il est comparé. Voilà les chansons qui se dit sur Benzema. Là-bas en Arabie Saoudite, on lui envoie beaucoup de force parce qu'on sait que c'est un joueur de classe mondiale, KB9. On revient en Europe rapidement les gars, on va parler aussi du championnat belge parce qu'il y avait des matchs hier. Donc voilà, vu qu'on fait le tour, vu qu'il y a pas mal de championnats où ça joue pas, je vais parler où ça joue. Donc par exemple, tiens, gros match entre Club Brugge et l'Union Saint-Gilloise, il y a eu un partout. Par exemple, le Racing Genk s'est imposé 3-0 contre Antwerp, qui avait battu, on se souvient, il y a quelques jours, l'équipe du Barça en Champions League. Et le classement, donc c'est Union Saint-Gilloise en tête, qui a quand même beaucoup de points d'avance sur Anderlecht 2e, la Gantoise 3e et Genk à la 4e position. On continue, on va parler un petit peu maintenant plus de résultats parce qu'on a fait le tour de Thauvin par exemple. Florian Thauvin fait d'un retour en France une priorité et prêt à faire de gros efforts financiers, c'est-à-dire demander beaucoup moins d'argent pour revenir en France. Son cas est évoqué en interne à l'OM, son ancien club, sans que cela n'aille plus loin. En cas d'échec, il pourrait choisir de rejoindre la Bundesliga. En gros, il serait vraiment très content de revenir jouer du côté de Marseille et faire des efforts financiers, c'est-à-dire demander un salaire bien inférieur que ce qu'il touchait à l'époque. Donc il faut voir si Marseille est intéressé, on verra là dans les prochains jours. N'oubliez pas que le mercato s'ouvre dans exactement 4 jours. Et Thauvin, les gars, un petit rappel de ce qu'il avait fait du côté de Marseille, ses stats. Je sais pas, par exemple la saison 2017-2018, il avait marqué quand même 22 buts et 11 passes D. Ça avait été sa meilleure saison tout simplement du côté de l'Olympique de Marseille. Toujours avec l'Olympique de Marseille, Mehdi Benatia, directeur sportif ou même conseiller sportif de l'OM, cible Bilal El Khanous de Genk pour renforcer l'équipe, ce joueur marocain les gars.
Elle est ciblée tout simplement par l'équipe marseillaise. Manchester City a fixé le prix de Cancelo à 30 millions d'euros. Parce qu'oubliez pas qu'il est prêté du côté du Barça, mais il appartient à Manchester City et City en veut 30 millions d'euros si le Barça souhaite le conserver à 100%. Donc voilà, le Barça souhaite le conserver après son prêt. C'est pour ça qu'un accord pourrait être trouvé entre les deux clubs. La Juventus Turin envisage de signer Thiago Diallo cet hiver. Cependant, l'Inter reste en tête des négociations pour ce joueur portugais de l'équipe de Lille. Il est en fin de contrat en fin de saison. C'est pour ça qu'il aimerait bien le vendre là, en janvier pour récupérer une somme parce que sinon il quittera le club libre l'été prochain. On peut avoir deux gros clubs italiens intéressés, la Juve et l'Inter Milan. L'Atlético Madrid a refusé une offre de la Juventus Turin pour Rodrigo De Paul. L'Argentin redevenu un pion central chez les Colchoneros ne quittera pas Madrid cet hiver après l'été prochain. Là, on verra, mais là, cet hiver, il devrait rester du côté de l'Atlético Madrid, malgré l'intérêt de la Juve. Sur leurs 10 derniers matchs en championnat, la charnière Tomori-Kalulu est infranchissable. C'est vrai, regardez, il y a quand même 10 matchs. Seulement 2 buts encaissés sur les 10 derniers matchs pour cette charnière-là. 8 clean sheets, ce qu'on appelle un duo qui fonctionne bien. Dommage que le Français soit blessé. Et même Tomori, les gars, j'en ai parlé en plus hier, que Tomori blessé aussi pour, je crois, les 2 prochains mois. Donc les deux sont blessés, alors que c'était quasiment la charnière où ça fonctionnait très bien du côté de l'AC Milan. On va parler, d'un défenseur Bremer, les gars, donc devrait signer prochainement un nouveau contrat de 5 ans du côté de la Juventus Turin. L'accord devrait être scellé d'ici les prochains jours, d'après Fabrizio Romano. Donc on est très proche d'un accord. Cet ancien joueur de Torino, défenseur sous-côté, ce défenseur brésilien, devrait prolonger du côté de la Juve. Jules Koundé a été sacré personnalité la mieux habillée 2023 par la revue britannique Outlander, parce qu'on sait qu'il a toujours son style à lui, son style vestimentaire. Et voilà, c'est là le footballeur, enfin même non, la personnalité la mieux habillée d'après un site anglais. Kylian Mbappé, la 4e personnalité la plus citée dans les médias français en 2023. Donc 3 personnalités politiques le devancent. Donc Gérard Darmanin en 3e position, Elisabeth Borne en 2e position, Emmanuel Macron, le président de la France, tout simplement en 3e position. Mbappé quand même à 4e position, c'est dire qu'il est beaucoup cité en gros dans les médias. On peut voir des autres sportifs du classement. Donc après c'est Messi, les gars, même si c'est pas un français, il est quand même à la 13e position, Messi, par rapport aux personnalités les plus citées dans les médias français. Après on peut voir Deschamps, on peut voir Antoine Dupont, on peut voir, Dupont c'est un rugbyman, Neymar, les gars, ou par exemple Christophe Galtier ou même Benzema, la 39e position. Pour l'ancien joueur de la Real Sociedad et du Real Madrid, Asier Ilharramendi, le club basque est favori face au PSG. Donc là on pense à ce match PSG la Real Sociedad, 8e de finale de Ligue des Champions. Et ce joueur Ilharramendi, ancien joueur par exemple de cette équipe, il a dit: ce sont mes amis et je les suis de l'extérieur, on voit les choses différemment et on les apprécie aussi différemment. Avec le niveau qu'ils ont atteint en Europe, ils ont montré qu'ils étaient capables de tout. Le PSG a de grands joueurs, mais je pense que la Real Sociedad est une meilleure équipe que le PSG. Donc voilà, en gros, on voit cette équipe meilleure et potentiellement éliminer le PSG en 8e de finale. Voici où tous les pays qualifiés pour la CAN ont choisi de se préparer pour la compétition. Donc je sais pas, tiens, je prends au pif, la Côte d'Ivoire, on peut voir domicile, donc en plus c'est les pays organisateurs, donc ils font leur préparation à domicile. Le Sénégal pareil à domicile, bon pareil pour le Maroc, on peut voir, je sais pas, tiens, on peut voir en gros, on peut voir tous les pays où ils vont tout simplement par exemple, il y a le Cap-Vert tout en bas, il ira faire sa pré-saison du côté de la Tunisie. Voilà, donc voilà, concernant tous ces pays qualifiés, n'oubliez pas que la CAN démarre le 13 janvier prochain. Donc voilà, on avance, bien sûr, c'est bientôt le jour J, on peut dire. Et concernant Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal, une info folle, donc serait sans salaire depuis plus de 6 mois. Son salaire qui ne lui serait donc pas payé depuis plusieurs mois s'élèverait à plus de 30 000 euros par mois. Et voilà, ça ferait 6 mois comme qu'il touche 0 euros en salaire. C'est comme un problème, parce que voilà, c'est quand même son métier, il doit être rémunéré. Donc le ministre des Sports n'a pas encore réagi à cette polémique. Voilà, donc dès que j'en sais plus sur cette affaire, je dirai tout ça plus tard. On va parler de Vini Junior avec Camavinga, les deux joueurs du Real Madrid, toujours en vacances. Ils sont actuellement du côté des États-Unis. Ils sont avec LeBron James, donc un célèbre basketteur. Donc voilà, quelques photos. Tiens, Vini qui a échangé un maillot du Brésil. LeBron James lui a donné un maillot des Lakers, où il joue bien sûr. Donc voilà, quelques photos qu'on peut voir bien sûr de Vini et aussi Camavinga qui a été présent. Mais pas que le Real reprend. Donc là on est mercredi. Je crois que c'est demain ou après-demain. Je ne sais plus exactement, mais voilà, c'est imminent. Il y a beaucoup de clubs là qui vont reprendre très prochainement l'entraînement pour cette deuxième partie de saison. Et en parlant de Vini qui était blessé quand même depuis pas mal de temps, donc devrait faire son retour dans l'effectif du Real Madrid le 8 janvier prochain, alors que les premiers examens annonçaient un retour début février. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Real Madrid parce qu'il sera en avance par rapport à la date normalement de reprise qu'il va faire, quasiment d'un mois, et il pourrait potentiellement être là pour la
Super Coupe d'Espagne hein, qui aura lieu en Arabie Saoudite. Il joue en plus contre l'Atlético Madrid, ce sera un derby. Ça sera le 11 ou le 10, je crois, le 10 janvier prochain, ce sera mercredi soir. Quand Emi Martinez s'est fait tatouer la Coupe du Monde sur la jambe, ce qui a fait cette sauvegarde en finale de Coupe du Monde. Hein, donc voilà, son nouveau tatouage, on peut le voir sur son mollet gauche. À Martinez, c'est cette Coupe du Monde remportée où il a été très décisif, bien sûr, avec cet arrêt ultra décisif en toute fin de match. Sinon, bien sûr, la France aurait une 3e étoile de vainqueur de Coupe du Monde. Tiens, toujours avec Martinez, regardez, c'est sur le Twitter Instant Foot. Donc le gardien Instant Foot 2023, en gros, ils ont mis 4 gardiens les meilleurs pour eux hein, sur cette année, et lequel a vraiment été le meilleur entre Yacine Bounou, Martinez, Mike Maignan et Alisson Becker. Et on parle bien de 2023, donc c'est-à-dire on ne prend pas en compte la Coupe du Monde, hein, c'est seulement sur l'année 2023. Plus de 20 000 votes, donc par rapport aux 4 gardiens, donc pensez votre choix en tête. Donc la plupart ont mis, voilà, je vais mettre comme ça pour voir les pourcentages. Donc Mike Maignan, c'est ce que j'ai mis, on peut voir moi ce que j'ai mis, hein, juste à côté de Mike Maignan, le petit truc, petite signe validé. Donc 44% ont mis Mike Maignan. 36% pour Yacine Bounou, et après on peut voir Martinez, Alisson Becker loin derrière. Donc voilà, ce que pensent on va dire les fans hein, par rapport au meilleur gardien. Et concernant le meilleur défenseur droit, donc là je pense qu'ils vont faire toute une équipe, hein, après défenseur droit, l'attaquant, milieu, tout ça. Et là seulement défenseur droit. Donc on va voir Hakimi, Di Lorenzo, Trippier et Kyle Walker. Donc là aussi, hein, pensez votre choix en tête, plus de quasiment 17 000 votes, hein, c'est énorme. Comme ça on peut vraiment savoir ce que pensent les gens. Et la plupart ont mis Achraf Hakimi, 48%. Donc moi j'ai mis Kyle Walker, 34%, peut-être par rapport à ce que remporté quand même Kyle Walker. C'est vrai qu'il était bon, il a été performant. Sa finale a été très correcte de Ligue des Champions. C'est pour ça que j'ai mis Kyle Walker. Moi, Hakimi, c'est pas non plus une surprise, hein, s'il remporte ce prix. Mais voilà, je mettrai quand même Kyle Walker par rapport à son année magnifique avec Manchester City. Farioli de l'OGC Nice s'intéresse l'AC Milan pour un potentiel remplacement de Stefano Pioli, parce que Pioli, bon là c'est la trêve, mais si les résultats de l'AC Milan ne sont pas bons dès la reprise, il pourrait être licencié. Et du côté de l'AC Milan, on pense tout simplement au coach actuel de Nice hein, qui réalise comme un très bon début de saison. N'oubliez pas qu'il avait été invaincu au bout de quasiment 13 matchs du championnat français. La double lauréate du Ballon d'Or féminin Alexia Putellas va subir une opération au genou gauche, annoncé le FC Barcelone ce mardi, donc hier. Ça c'est pas trop une bonne nouvelle, donc déjà une rupture des ligaments croisés, Alexia Putellas, il y a déjà quelques temps. Et là elle va se faire opérer au genou gauche, donc je ne sais pas si c'est de nouveau les ligaments croisés, je ne sais pas. Mais c'est plutôt un gros coup dur hein, bien sûr pour le FC Barcelone féminin. Toujours avec le Barça, donc blessé, hein, toujours blessé, Pedri devrait rater la Super Coupe d'Espagne face à Osasuna le 11 janvier prochain. Donc là c'est le jeudi, parce que le mercredi soir en fait demi-finale il y a Real Atlético, et le lendemain l'autre demi-finale c'est entre le Barça et Osasuna le 11 janvier. Donc il ne devrait pas être là, Pedri. Donc le jeune espagnol devrait être de retour avec le Barça à la fin du mois de janvier. Ça bien sûr c'est un coup dur pour le club du FC Barcelone. Toujours du côté du Barça, un tigre a été aperçu en train de se balader sur la pelouse du stade olympique de Barcelone, donc en gros le stade Montjuïc où joue le Barça, en attendant de retourner du côté du Camp Nou. On a un tigre là. Donc pourquoi un tigre? En gros ça fait c'est pour on va dire annoncer l'arrivée de Vitor Roque. Donc Vitor Roque sera en Barcelone pour être présenté prochainement comme nouveau joueur du FC Barcelone, parce qu'il est son surnom c'est El Tigre, donc voilà. En gros le tigre, c'est pour ça tout simplement qu'ils ont mis un tigre sur la pelouse. Bon, je pense que ça doit être un montage, j'en sais rien, mais voilà pourquoi il y a ça. Ils ont publié ça, le FC Barcelone. La Liga aurait décidé d'adoucir son fair play financier pour ce mercato d'hiver. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les clubs, hein. Donc adoucir, c'est-à-dire peut-être qu'il y a un petit peu plus de marge hein, pour les grands clubs espagnols de faire des transferts hein, sur ce mercato. Donc voilà, ça c'est en Liga. Et du côté de la Première Ligue, c'est plutôt l'inverse, hein. Ils vont plutôt durcir le fair play financier. Et Jim Ratcliffe pourrait supprimer 25 voire 30% d'emplois à Manchester United, soit près de 300 salariés. N'oubliez pas que Jim Ratcliffe, j'en ai parlé hier pour ceux qui n'avaient pas suivi l'épisode, il a acheté 25% du capital de Manchester United. Donc la famille Glazer a 75% de Manchester et Jim Ratcliffe a maintenant 25%. Donc il a acheté comme ses 25%, plus de 1,5 milliard d'euros hein, par rapport à Manchester. Bref, donc il pourra investir bien sûr dans l'équipe, et surtout il va quand même virer pas mal de monde. Hein. Ça c'est pas une bonne nouvelle. Cette décision viendra en réponse au durcissement des règles du fair play financier hein, du côté de la Première Ligue. C'est un peu l'inverse hein, par rapport à la Liga, parce que la Liga ce serait plutôt d'adoucir on va dire ce fair play financier, enfin seulement sur le mois, le mercato on va dire d'hiver. Et toujours avec Manchester, on vient sur eux, donc avec l'arrivée d'Ineos à Manchester, Old Trafford pourrait être démoli. Donc des voix au club plaideraient en faveur d'une nouvelle enceinte, un nouveau stade hein. Le coût d'un nouveau stade pourrait monter jusqu'à 2 voire 3 milliards d'euros hein, c'est vrai. Donc déjà le stade, c'est un stade mythique, hein, plus de, je sais plus combien, 80 000 places à peu près. Mais ouais, pour avoir un nouveau stade à Manchester United dans le futur,
on verra. On continue, on va parler de la Saudi Pro League 1, envisage de modifier le nombre de joueurs étrangers autorisés dans chaque équipe la saison prochaine, parce qu'on sait que la Saudi Pro League il y a beaucoup de managers étrangers, par exemple il y a Ronaldo du côté de Al Nassr, donc il pourra avoir un quota, c'est-à-dire que tu peux pas avoir plus, genre ça je prends pif à 7 joueurs étrangers dans une équipe, et bien sûr ça limiterait on peut dire les transferts du côté de des équipes saoudiennes. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui en ce 27 décembre avec un Morpion Foot, donc remplissez chaque case avec un joueur qui a joué dans les deux clubs et défiez vos amis, bon bref voilà. C'est simple, par exemple, je sais pas, tiens, on prend le 4. Donc il a joué dans sa carrière au Real et à Porto, donc moi j'en ai un direct en tête. Voilà, Militao. Donc je vais pas vous donner toutes les réponses, que je les ai quasiment toutes, mais voilà, pour ceux qui veulent essayer, donc pensez, faites-le vous-même, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez. Voilà, c'est plutôt simple. Il y en a où c'est un peu plus compliqué, par exemple, je sais pas, tiens, la 9, Juve et Arsenal. Bon, il y en a eu, mais voilà, il faut les trouver. Donc voilà. Allez les gars, moi je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée. Tout à l'heure, il y a l'After Zap Image et demain jeudi, bien sûr, on se retrouve, on parlera des rencontres de Première Ligue du jour. Bonne journée à vous et à plus tard.